Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle masterclass. Donc un nouvel épisode de notre série Raconte-moi ton plan d'acculturation data. J'adore ce titre d'ailleurs, je dirais que c'est pas ChatGPT ni Claude qui l'a trouvé, c'est moi qui l'ai trouvé, je suis très fière. Comme ça commence à être un petit peu plus rare, on est ravis de le partager. Alors après Carrefour, après Technip Énergie, après Veolia, eh bien, j'accueille cette fois-ci Stéphanie Ariong-Baguier, qui est R&D Digital Adoption Lead chez Servier, pour nous partager ses réflexions et vous allez voir son plan d'action. Alors, qu'est-ce qui rend son profil particulier? Déjà, un tout petit détail, il y a le mot adoption qui figure littéralement dans son titre de poste et c'est assez rare pour être noté. Vous allez le voir, son périmètre, c'est faire que le digital, la data et l'IA soient réellement adoptés par les 2200 personnes des équipes R&D de chez Servier. Et en plus, elle a un enjeu supplémentaire dans lequel je sais déjà que vous allez être nombreux à vous retrouver, puisqu'elle doit réussir à jongler entre ce que le groupe déploie et met à disposition et puis les spécificités, les métiers et les exigences propres au métier de la R&D. Hein. Je crois que vous voyez tout de suite de quoi je parle. Stéphanie, je suis ravie de t'avoir avec nous aujourd'hui pour parler de tout ça. Welcome. Merci beaucoup. Merci de m'avoir du coup invité. Mais avec plaisir, bienvenue dans mon salon. Et puis pour tous les autres là, qui arrivent au fil de l'eau, n'hésitez pas, vous avez le chat si jamais il y a des questions qui arrivent en cours de route, hein, vous pouvez les poser dans le chat et on verra en fonction du rythme de l'échange à quel moment est-ce qu'on les traitera. Bon, alors, on se lance directement dans le cœur du sujet. Est-ce que tu peux d'abord nous donner un rapide aperçu de Servier R&D et puis surtout de ce que représente l'adoption du digital, de la data et de l'IA dans ce contexte assez particulier? Ouais. Alors peut-être déjà commencer que Servier, il investit chaque année plus de 20% de son chiffre d'affaires au niveau de la R&D, donc ce qui est aussi important à bien avoir en tête. Stratégique. Donc comme tu disais, on est 2200 collaborateurs au niveau de la R&D, dont 1500 sur le site de Saclay qui a été ouvert en 2023. Euh, et donc, notre enjeu central, c'est le progrès thérapeutique, l'innovation au bénéfice ultime du patient. D'accord. Euh, j'ai envie de dire que après, il faut prendre en compte le contexte extérieur. On est dans un monde qui change rapidement, où Mhm. l'intelligence artificielle est au centre de tout. Les technologies de l'intelligence artificielle vont très vite. Et derrière, si on veut pouvoir continuer, nous, à innover et être compétiteurs pour le Oui, c'est patient, clé. on doit justement nous adapter justement à ce monde extérieur qui bouge énormément, changer notre façon de travailler et accélérer notre transformation digitale. Et c'est là que vous comprendrez que l'IA et le digital sont les facilitateurs justement de notre stratégie. Très bien. Il y a Et une nouvelle donc, division, je crois, qui a été créée. ouais, et oui, peut-être juste pour donner un petit peu quand même un contexte aussi d'un message clé aussi que Olivier Laureau, le président de Servier, justement a communiqué lors d'un dernier discours, c'est on ne peut pas travailler sans le digital, sans l'IA et les données robustes. C'est la clé de la réussite. C'est quelque chose de non négociable. C'est un vrai besoin. L'IA et la data font partie maintenant de nos opérations quotidiennes. Et Très bien. effectivement, comme tu dis, ça s'est pas limité à des paroles. Il y a eu la création d'un département DDAI, donc R&D Digital and Data and AI, voilà, qui a été créé en février de l'année dernière. Et l'objectif, justement, donc il y a 4 départements. Un qui est data, digital and experience office, intelligence artificielle et les projets thérapeutiques. D'accord. Et donc moi, je suis sous la responsabilité du Chief and Experience Officer, Willy Stoff, qui dépend lui-même du directeur du département et qui a le rôle de R&D Digital Leader. Très bien. Et toi, ton rôle, ça consiste en quoi? Alors, mon rôle, avec 2 de mes collègues qui sont présents ici, Anne Marseille et Benoît Aubry, on est responsable de la partie acculturation au niveau de la R&D. Chacun étant responsable d'un domaine, data, digital et IA, Mhm. intelligence artificielle. Et mon rôle en tant que aussi process référent, ça va être de coordonner justement toutes ces initiatives d'adoption au sein des 3 périmètres et s'assurer voilà, qu'on respecte bien et notre vision et la roadmap qui a été fixée pour la R&D. Très Sachant que bien. notre objectif d'ici 2030, c'est d'être best in class digital performer. Ok, c'est tout ce qu'on vous souhaite.
En tout cas, comme tu nous le racontais, tu nous le précisais là, il y a quelques secondes, c'est vrai qu'on sent qu'il y a déjà un sponsorship qui est bien présent, ça a été dit et verbalisé par voilà, les hautes instances comme quoi c'était un jeu stratégique, ce qui est déjà pas mal. Hein, et là, je Oui. pense qu'on est nombreux autour de la table voilà, pour savoir que c'est une case à cocher qui est quand même très importante. Dis-moi, quand tu as pris ce rôle en main, c'était quoi un petit peu le tableau à l'arrivée? Alors, les trois domaines, data, digital et IA, on n'était pas du tout, entre guillemets, avancés au même stade. Au Mhm, niveau data, ils étaient beaucoup plus matures, donc, au niveau de à son service, où il y avait déjà un certain nombre d'initiatives qui étaient mises en place, des masterclass, des coachings. Donc voilà, ils étaient déjà quand même un certain, enfin, plus matures. Au niveau du digital, dont Benoît est responsable, il y avait beaucoup d'initiatives groupes. Quelques initiatives au niveau R&D, hein, mais c'est vrai qu'au moment de la construction, on n'était pas encore tout à fait bien mature. Et au niveau de l'IA, il y avait des initiatives, mais qui étaient très isolées, hein, et du coup sans accompagnement ni au changement, ni à l'adoption de toutes ces initiatives d'intelligence artificielle qui étaient mises en place. Et donc, notre objectif, justement au moment de la création du service, c'était vraiment d'harmoniser toutes ces initiatives d'adoption par rapport aux data digital et AI pour que voilà, on avance mhm. aussi tous au même, en même temps finalement, Au et même aussi rythme. au même rythme, ouais, et aussi enrichir finalement le dispositif actuel qui était mis en place pour vraiment répondre aux besoins et aux spécificités de la R&D. Je trouve que c'est déjà une spécificité qui est intéressante chez vous d'avoir associé les trois univers en même temps. C'est pas forcément ce que je peux voir dans toutes les organisations. Donc c'est vrai que du fait d'avoir aussi votre retour d'expérience là-dessus, c'était assez intéressant. Dis-moi justement, ce fameux mot acculturation, chez Servier, vous mettez quoi derrière? Donc, on a tout un scope qui est plus la sensibilisation. Arriver à susciter finalement, permettre aux collaborateurs de comprendre quel est l'intérêt finalement d'utiliser l'IA, le digital. Aujourd'hui, c'est des collaborateurs qui par rapport aux collaborateurs qui ne l'utilisent pas, c'est Mhm. sensibiliser sur l'intérêt de l'utiliser et les sensibiliser aussi sur tous les concepts qu'on y met autour, de façon à ce que derrière, on parle tous le même langage. Après, Ok. on a un volet parcours de formation, parce que l'objectif, justement, c'est de faire monter en compétence tous les collaborateurs, aussi bien au niveau des concepts sur les outils, finalement, qui sont déjà à disposition. Après, on a tout un volet où on veut, justement, une fois que les collaborateurs sont montés en compétence, on veut les rendre autonomes. Donc, on a tout un volet, justement, qu'on appelle self-service, de façon à rendre encore plus autonomes les utilisateurs et à créer eux-mêmes, finalement, par Mhm. exemple, leur propre dashboard. Et on a un volet communauté. Donc là, on a justement on voudrait créer des communautés autour des champions, des ambassadeurs, on reviendra dessus après, hein, pour justement avoir des relais locaux et nous soutenir dans cette acculturation. Et peut-être pour comprendre pourquoi l'acculturation aussi, on a un service qui est dédié, c'est que on sait que dans la transformation digitale, il y a 30% qui est réservé, 30% de cette transformation est soutenue finalement par les outils et 70% par les collaborateurs. Ça veut dire Mm. quoi? Qu'on a beau avoir les outils les plus perfectionnés et voilà, les plus performants, si les utilisateurs, enfin, au niveau de nos collaborateurs, ils ne savent pas les utiliser, il n'y a aucune plus-value pour servir. Et c'est pour ça qu'il y a Mhm. vraiment cette volonté d'acculturer tous les collaborateurs, au niveau de la R&D en tout cas, sur ces concepts, sur ces outils, pour qu'ils puissent utiliser ces outils et qu'on ait vraiment une vraie plus-value pour l'entreprise. Très bien. Voilà, une transformation Mm. profondément humaine. Hein. C'est un peu notre Oui. leitmotiv d'ailleurs chez Datalogy aussi. Dis-moi, avant de lancer ces actions, tu as commencé par poser un diagnostic de maturité. Je suis sûre que c'est un sujet qui intéresse toutes les personnes qui sont avec nous aujourd'hui. Déjà, qu'est-ce qui t'a amené à démarrer par là? Ben, c'est que pour pouvoir savoir quelle initiative mettre en place, ben, il fallait savoir où en étaient les collaborateurs, enfin, où ils en étaient en termes de connaissances, et pour pouvoir après suivre nos initiatives, pour pouvoir voir ce qu'on va mettre en place, ça va fonctionner ou pas. Donc, quand on a été créé l'année dernière, en février, le groupe avait créé un questionnaire. Donc, on a relayé, nous, et décliné au niveau de la R&D. Le problème, c'est que ce questionnaire, donc on n'y avait pas du tout participé, et il était très, très loin des enjeux vraiment de la R&D. Ce qui fait qu'on n'a pas pu derrière actionner finalement des initiatives parce qu'ils étaient trop loin finalement de nous, nos problématiques au niveau R&D. Donc là, on s'est dit, bon, donc ce questionnaire, on ne peut rien en faire. Donc, il y a eu vraiment la volonté de se dire, on va créer un questionnaire qui va être propre, nous, à nos spécificités au niveau de la R&D. Donc, c'est vrai que là, en termes de data, digital et intelligence artificielle, chacun voulait un petit peu au début créer son questionnaire. On s'est dit, oh, on ne va pas non plus partir sur 10 000 questionnaires. Démultiplier.
on va faire qu'un seul questionnaire pour justement limiter les sollicitations avec les 3 volets. Et là, du coup, on a créé le questionnaire, on l'a testé sur un service et on s'est rendu compte que les résultats, on n'arrivait pas à les exploiter. Alors, effectivement, c'était sur des problématiques propres de la R&D, mais derrière, on avait du mal à actionner finalement des initiatives. Et donc là, tu es intervenu avec ton équipe, où on a retravaillé le questionnaire. Et donc, pour arriver à avoir un questionnaire peut-être plus pertinent et surtout avoir des résultats qui soient actionnables et derrière qu'on puisse décliner des initiatives d'adoption. Parce que souvent, il y a des surprises entre le moment où on envoie les questions, comme tu le disais, et les réponses qu'on a. En fait, ce n'est pas forcément ce qu'on anticipe. Et c'est vrai que la formulation… Mais je pense aussi que le fait, comme tu l'avais fait, de le faire en 2 temps, de faire d'abord un bêta-test sur un service avant de l'ouvrir à tout le monde, je pense que c'est une très bonne pratique à partager aussi à tout le monde parce que voilà, ça permet de craquer les potentiels biais qu'on n'a pas forcément imaginés au moment où on a écrit le questionnaire. Et dis-moi, alors, juste pour dire, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat. Axel, j'ai bien vu ta question. Tu verras, on va la traiter un petit peu plus tard. Donc, on la garde au chaud. C'est prévu déjà même dans ce qu'on a prévu de se dire avec Stéphanie. Dis-moi, via ce questionnaire de maturité, quelle dimension vous avez mesurée? Ouais, et peut-être juste avant de savoir quelle dimension, après, c'était aussi à quel moment on allait pouvoir l'envoyer aussi, ce questionnaire. Parce qu'une fois qu'on l'a eu, la question, ça a été de se dire, bon, alors maintenant qu'on l'a et qu'on l'a testé sur un service, on voudrait l'envoyer, enfin, du coup, le décliner à toute la R&D. On veut que tous les collaborateurs de la R&D puissent y répondre pour pouvoir avoir notre baseline. Et c'est vrai qu'il y a eu pas mal de discussions, ça a suscité pas mal de discussions pour savoir comment on l'envoie, qui l'envoie, à quel moment on l'envoie. Et c'est vrai qu'on a profité de l'organisation d'un événement qui touche tous les collaborateurs de la R&D pour pousser notre questionnaire et le mettre aussi comme prérequis, finalement, pour accéder à cet événement, il fallait répondre au questionnaire. Très Et là, malin, du ça coup, c'est c'est en train de très bien bonne prendre. pratique. Ouais, très bonne pratique aussi et fruit d'une longue réflexion en plus, hein. Ouais, super. Et alors, à quelle dimension vous avez mesuré? Qu'est-ce qu'il y avait comme grande partie dans Ouais. dans ce questionnaire? Alors, au niveau data, donc effectivement, on avait donc 3 volets, data, digital et IA. Donc, au niveau data, c'était est-ce que les collaborateurs arrivent facilement à identifier les données? Est-ce qu'ils arrivent facilement à accéder aux données? Est-ce que une question par rapport à la qualité des données? Et aussi sur leurs connaissances. Est-ce qu'ils ont des connaissances sur tous les concepts qui sont autour de la data? Au niveau du digital, c'était est-ce qu'ils ont des connaissances sur les outils digitaux qui sont déjà à disposition? Est-ce qu'ils les utilisent? Est-ce qu'ils se sentent autonomes sur l'utilisation de ces outils? On voit l'écran là. Et la partie Connaissance. automatisation. Ouais. Ouais. On sent bien l'écran dont tu parlais tout à l'heure, hein. Connaissance, usage, autonomie, automatisation. Au niveau de l'IA, ça revient pareil, hein. Est-ce qu'ils ont des connaissances sur les concepts d'intelligence artificielle? Est-ce qu'ils sont au courant des outils qui sont déjà mis à disposition au niveau des collaborateurs? Est-ce qu'ils les utilisent? Et est-ce qu'ils sont autonomes? Donc, on retrouve effectivement la notion. Et après, on a un volet qui est plus adoption globale, qui était plus, est-ce qu'ils sont conscients de l'impact que l'intelligence artificielle, l'IA, a sur leur activité? Est-ce qu'ils sont satisfaits des supports qui sont déjà mis à disposition? Et quel est leur intérêt de monter en compétences? Est-ce qu'ils ont envie, eux, de monter en compétences, justement, par rapport à ces 3 domaines? Et aussi le niveau de stress. Alors, pourquoi le niveau de stress? C'est qu'on est en pleine transformation digitale, donc beaucoup de sollicitations de partout. Et c'était de savoir aussi, eux, aujourd'hui, comment ils le vivaient. Est-ce qu'ils se sentent justement stressés par rapport à toutes ces sollicitations qui est en plus, finalement, de leur charge de travail au quotidien? Ce que je trouve intéressant dans ces différents angles, c'est qu'il y a à la fois une approche objective et une approche subjective. Enfin, il y a un petit mix entre les deux qui fait, comme tu dis, ça va aussi vers un NPS, quoi, vers un côté de satisfaction du collaborateur par rapport à ce que vous pouvez lui proposer. Donc, je trouve que c'était une approche assez globale qui était assez intéressante. Merci beaucoup Stéphanie de nous partager tout ça. On est en plus entre nous et c'est vrai que tout ça, c'est une transformation qui est en cours. Évidemment, rien n'est totalement abouti, etc. encore, et c'est loin d'être le cas. Et donc aussi de partager, avec humilité et transparence tout ce que vous êtes en train de mettre en place, c'est super précieux pour tout le monde, pour toutes les personnes autour de la table aujourd'hui. Alors, vous en êtes à quelle étape maintenant de ce questionnaire et qu'est-ce que vous comptez faire des résultats? Ce questionnaire, pour nous, il était super important d'avoir notre baseline. Quel est justement, avant de commencer à Le point déployer de départ. des initiatives, quel était le point de départ pour pouvoir suivre après l'impact de nos initiatives? Alors, l'objectif là, donc, il est en train de partir, le questionnaire, et après, on voudra le refaire on n'a pas encore bien défini, 6 mois, 1 an, on le recommencera. Et là, on verra vraiment quel a été l'impact de nos initiatives. Est-ce que maintenant, grâce à nos initiatives, les gens l'utilisent plus, enfin plus, ou à l'inverse,
bah, finalement, peut-être ajuster finalement nos initiatives parce qu'on voit bah, que ça prend pas. Les gens finalement n'utilisent pas plus, malgré finalement tous les parcours ou tout ce qu'on a pu mettre en place, les gens n'utilisent pas. Donc là, il va falloir réajuster. Et donc, tout ce questionnaire, ça va nous permettre un pilotage de l'adoption digitale au sein de la R&D. Très bien. Donc ça, c'est un vrai fondamental point de départ avec cette petite audit de maturité. Il y a aussi toujours une réflexion importante à avoir sur la cartographie des personas et vous êtes aussi passé par cette réflexion. Comment tu t'y es pris et à quoi ça ressemble concrètement, ces personas chez vous? Ouais, alors c'est vrai qu'au niveau groupe, ils avaient d'abord mené un travail où ils avaient un peu travaillé aussi par niveau, du coup débutant, avancé et expert. Mais le problème, c'est que c'était trop vague. Et donc, c'est pour ça qu'on est parti après sur la notion de personae pour pouvoir bien définir. Et alors, les personae, donc on a bah, un niveau qui est vraiment le collaborateur n'utilise pas les produits, justement tous les outils digitaux et il ne comprend pas non plus l'intérêt de les utiliser. Donc là, c'est notre premier niveau. Le deuxième, il a compris l'intérêt d'utiliser ces outils et là, il va consommer ces outils digitaux à un niveau avec des fonctionnalités basiques, mais en tout cas, il va les utiliser. Le troisième niveau, ça va être de se dire, bah là maintenant, il a même un niveau un peu plus avancé. Il se sent totalement autonome, enfin, il est autonome sur ses outils et il va commencer même lui-même à créer, par exemple, ses propres dashboards qu'on disait qu'on pouvait donner tout à l'heure. Ensuite, on a le niveau, alors qu'on a, ouais, le key role qu'on appelle, c'est que en gros, c'est des personnes qui, en plus de leur job fonction, vont avoir un rôle supplémentaire. Il va être data owner, ambassadeur, champion. Enfin, il va avoir finalement une Mhm, casquette en plus de sa job fonction. Et donc, forcément, qui vont nécessiter des expertises en plus. mhm. On a le personnel manager sponsor et le dernier, les experts, data scientist, data analyst. Top. Super précieux. Ça, c'est le genre de réflexion. Des fois, on passe des jours et des jours et des jours à réfléchir avec les équipes de nos clients pour savoir quelle est voilà, la bonne segmentation de persona. Donc, merci de nous avoir partagé la vôtre. Et comment est-ce que vous allez l'utiliser, cette cartographie? À quoi est-ce qu'elle va servir maintenant? Ben, après, c'est qu'on voudrait qu'il y ait, enfin, donc au niveau du groupe, il y a eu la construction de parcours de formation par personnel. Et là, l'objectif, justement, de ces premiers parcours par personnel, ça va être de se dire, ça va nous servir de support pour la discussion aussi avec les managers. Ça va être pouvoir de se dire, bah voilà, où en est ton équipe, où est-ce que tu veux l'emmener, et justement, et ça va être à travers les personnels aussi qu'on va pouvoir faire Mhm. l'exercice. Sachant que notre ambition, c'est qu'on ait pu finalement ce premier niveau qu'on appelait Digital Citizen. On ne veut plus qu'il y ait de collaborateurs qui ne soient pas sensibilisés au digital. On voudrait voilà, que tout le monde ait compris l'intérêt d'utiliser les outils Au digitaux moins. et derrière consomme ces outils digitaux. Donc ça, c'est notre prérequis. C'est ce que, voilà, on voudrait en tout cas l'étape qui est super importante. Idéalement, on voudrait aussi pouvoir faire monter en compétence les utilisateurs. Aujourd'hui, certains sont juste consommateurs avec des fonctionnalités basiques. On aimerait justement les amener à une compétence plus avancée et Mhm. du coup qu'ils soient autonomes. Mais là, attention, notre objectif, ce n'est pas de les amener tous à un niveau avancé. Et ça va être justement avec les discussions qu'on va faire avec les managers, c'est de se dire, voilà, où est ton équipe aujourd'hui? Où est-ce que tu veux l'emmener? Mais peut-être que juste consommateur par rapport Et ça à peut ce que suffire. ça peut suffire par Mm. rapport justement au job de l'équipe. Ça peut être amplement suffisant et c'est OK pour nous. L'objectif, c'est pas d'amener tout le monde à un niveau. C'est vraiment par rapport aux besoins et aux spécificités de chaque équipe. C'est pas faire pour faire, quoi. C'est vraiment Oui, que ça c'est ça. réponde Ouais. aux besoins. Très bien. Alors, tu sais que chez Datalogy, on a créé nous aussi une matrice de maturité et nous, on a 4 piliers. Alors, on est convaincu que la transformation data IA, elle passe par de la pédagogie, par de la communication, par des communautés et par de l'influence. Donc, je te propose qu'on descende les 4 piliers qui vont finalement être l'occasion d'évoquer encore différents sujets, dont les parcours de formation faisaient partie des questions qui étaient dans le Mm. chat. Donc, le premier, c'est la pédagogie, ces fameux parcours de formation par rôle. D'ailleurs, pour nous, dans la maturité, c'est niveau 3, hein. Quand vous commencez à avoir des parcours de formation par persona, segmentés comme ça, c'est que vous êtes déjà à un niveau de maturité qui est super avancé. Et Servi fait partie plutôt des rares qui déjà est à ce niveau de maturité. Donc, c'est aussi pour ça qu'on est ravis de t'avoir avec nous. Dis-moi, donc sur la base de ces personas, où est-ce que tu en es de cette réflexion sur la structuration des parcours de formation? Donc, avec le groupe, on a travaillé justement sur des parcours de formation par personnel.
Et l'objectif, mais bon, ça reste quand même général. Donc, ça fait un socle, en tout cas pour que tout le monde ait les mêmes bases. Mais maintenant, il va falloir les décliner par entité. Donc là, le groupe a déjà accompagné GMPA et l'industrie pour décliner ces parcours dans leur entité. Et maintenant, C'est c'est le quoi tour de GMPA? Global Medical and Patient Affairs. D'accord, on a appris un Euh, mot. et donc là, l'idée, c'est au niveau de la R&D de se dire, maintenant, il va falloir décliner ces parcours par personnel pour répondre à nos besoins et nos spécificités. Mhm. Donc là, on va le faire avec le groupe, déjà pour pouvoir bénéficier de leur expertise, leur retour d'expérience par rapport justement à ce qu'ils ont fait au niveau de l'industrie et GMPA. On va aussi vous solliciter, Florence, justement, et tes équipes, pour voir justement comment décliner finalement au niveau de la R&D. Sachant que la volonté, c'est quand même, notre point de départ, c'est de garder l'approche le plus possible, la cohérence finalement avec les parcours qui ont été donnés avec le groupe, et après de décliner nos spécificités. Ouais. Alors, Capitaliser sur l'existant, mais en oui, même temps, voilà, réussir à le décliner, comme tu dis, par rapport à vos spécificités à vous. ouais. Ce qu'on voit aujourd'hui, mais peut-être comme là, on va le créer, peut-être que dans un mois, si je faisais une interview, je te donnerais autre chose, il va falloir s'adapter et être agile. Là, on imagine aussi faire des interviews avec les managers pour vraiment connaître leurs besoins. Quels sont leurs besoins au niveau digital par rapport aux spécificités métiers, les chimistes par exemple, qu'est-ce qu'ils ont besoin, eux, comme besoins et comme compétences au niveau du digital. Et là, on va partir finalement des parcours par personnel et voir justement où ils sont, où est-ce que le manager veut les emmener. Donc, ça va être vraiment de la co-construction avec le manager, les ressources humaines, les ambassadeurs, nous, et pour voir justement par rapport à ces parcours, où est-ce que le manager veut emmener son équipe et quelles compétences nous, on doit Mhm. actionner pour pouvoir derrière que on puisse bien emmener Oui, que ça réponde bien aux à besoins et aux l'objectif. spécificités. Ouais. Très bien. Alors, le warning quand même qu'on a et que les managers nous ont déjà remonté, c'est attention, il ne faut pas que ça soit non plus trop consommateur en termes de temps. Le temps alloué aux formations, il va falloir quand même faire attention que voilà, on reste quand même sur Faut pas des temps, s'emballer. voilà, s'emballer. Et aussi que ça soit quand même proche vraiment à leurs besoins métiers et qu'on soit vraiment pas du général. Donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment cet effort de le décliner pour être plus proche du terrain et des besoins. Très bien. Et dans ces parcours, on voudrait aussi, enfin, ce qu'on imagine pour le moment, c'est que ce soit le plus simple possible, enfin, au niveau de créer des playlists pour que ce soit le plus simple possible pour les collaborateurs, voilà, qu'ils n'aient pas à chercher finalement partout. Hop, ils déroulent finalement après les parcours de formation qu'on leur a donnés. Et on voudrait intégrer cette notion de certification pour valoriser et reconnaître finalement les collaborateurs qui ont fait l'effort de pouvoir suivre ces parcours de formation. Parce que voilà, c'est en plus quand même de leur Bien sûr. activité. Et on voudrait vraiment savoir cette notion de certification à chaque fois qu'il y a eu un module, en tout cas, qui a été fait. Et avoir peut-être après cette notion aussi de ceinture comme le judo. À partir du moment voilà, qu'il a fini finalement, par exemple, il est maintenant consommateur, et voilà, il a une ceinture en Mhm. disant il sait maintenant utiliser tous les outils digitaux. Et ainsi de suite. Et finalement, à chaque un peu upgrade, à chaque fois qu'il va augmenter, peut-être avoir un niveau de ceinture différent, quoi. Mhm. Très bien. Ça, c'est petit clin d'œil. D'ailleurs, c'est une petite référence à ce qui est fait chez Carrefour, ce qui a été fait chez Carrefour. Alors, je ne sais pas si ça a évolué depuis, mais en tout cas, la dernière fois que j'avais interviewé justement sur leur stratégie d'acculturation, il y avait cette histoire de belt en fonction des niveaux. C'est intéressant la notion de playlist. En plus, je trouve ça plutôt sympa. Le wording donne envie. Tu vois, tu as une playlist, ça fait un peu plus léger et désirable que même que parcours de formation tout court, quoi. Je trouve que c'est plutôt sympa en termes aussi de consommation de ces modules de formation. Et Et peut-être tu une chose voulais que je dire? n'ai Ouais. pas donnée, ouais, c'est que on voudrait que ces parcours de formation, elles reposent en tout cas sur trois piliers. Mhm. Acquérir des compétences solides en termes de data digitale et d'IA, améliorer la performance individuelle de chaque collaborateur dans son poste et favoriser l'innovation. Voilà, et Très bien. répondre à tous les besoins et spécificités de la R&D. Mais c'est bien de les avoir en filigrane derrière, hein. C'est un peu voilà, ce qui permet aussi d'avoir la cohérence globale et vérifier qu'on ne perd pas son objectif de l'œil. Très bien, ça c'était la partie pédagogie. Ouvrons le volet communication, puisque comme tu le disais, il y a beaucoup, beaucoup de demandes et de sollicitations. Comment est-ce que tu fais pour que les équipes R&D, elles sachent ce qui existe, ce qui avance et ce qui va être disponible pour elles? Alors, déjà,
il y a quand même une conviction qui est forte, qui est en tout cas que trop de communication tue la communication, et on l'a vécu. Si on Ouais, fait des événements, si en tout cas on fait trop de communication, les gens à la fin, ils lisent même pas le mail ils et hop, c'est squeeze. direct poubelle. Donc, ça veut dire qu'on perd toute notre communication. Et en termes de communication, comment s'organiser au niveau de la R&D? Donc, on a vraiment un service de communication propre à la R&D. Et on a aussi une personne au niveau du DDI, donc de mon département, qui est là, du coup, pour la communication autour du data digital et de l'IA. Et après, eux, ils travaillent en collaboration ensemble, sachant que pour tous les événements, on est autonome. Enfin, les événements qui sont propres à la R&D, on est autonome pour pouvoir les organiser. D'accord. Après, ce qui est important et le constat clé, c'est que pour que la communication elle réussisse, il faut absolument avoir l'appui du top management. Si on n'a pas l'appui, on a beau à faire toute la communication qu'on veut, ça ne prend pas. Mm, mm. Et l'autre constat, c'était aussi d'embarquer les bonnes personnes au bon moment. Et ça va être déterminant pour que les initiatives elles prennent. Et je prends l'exemple du questionnaire. On a eu d'autres questionnaires qui sont partis et peut-être pas au bon moment, Mm, mm. et ça n'a pas pris. Et c'est pour ça qu'il avait vraiment la volonté de se dire, OK, on a le questionnaire, il est prêt. On a attendu. Enfin, j'étais un peu frustrée au début parce que voilà, il était prêt. Moi, j'avais vite envie de l'envoyer. Mais voilà, il faut savoir, voilà, se dire non. Si derrière, on veut vraiment qu'il y ait un impact, il faut savoir attendre et voilà, l'envoyer au bon moment et aux bonnes personnes. Ouais, bonne Et ça, c'est. réflexion, merci. Ouais, merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Alors, je te propose qu'on ouvre après le sujet communication, le sujet change. Donc, l'enjeu primordial de réussir à installer de nouveaux réflexes. Comment tu fais et comment tu réfléchis pour que les pratiques changent vraiment et pas seulement les connaissances? Alors, c'est important, mais c'est vrai que l'objectif, c'est quand même un impact sur le quotidien, sur les rituels professionnels. Comment tu Alors, vois ça? on voit aussi par rapport au terrain qu'il y a justement bah, la notion de champion, des relais finalement locaux. Et donc le rôle des champions, aujourd'hui c'est un rôle qui existe, mais qui était organisé par le groupe. Et donc on avait les champions Digital Workplace, donc en gros les champions par rapport à tous les outils Oui, digitaux de Microsoft du Office. quotidien. Mhm. Donc ça existait déjà. Et là, on est en train de faire, on a fait un certain nombre d'interviews, justement des champions, pour justement avoir leur ressenti au niveau du terrain. Est-ce qu'ils se sentaient assez visibles, reconnus? Est-ce que leur périmètre était clair? Et de là, on voulait pouvoir remettre un cadre aussi par rapport au rôle de champion. Et parce que l'objectif à terme, ça va être de déployer ce modèle de champion au périmètre data, digital et IA. Et donc, c'est pour ça D'accord. que c'était important pour nous aussi de bien restructurer ce rôle de façon à le rendre bien visible et reconnu avant de déployer à plus grande échelle. Et Clair. comme au niveau des relais locaux, on veut aussi créer un nouveau rôle qui sont les ambassadeurs. Donc, c'est un rôle qui n'existe pas au niveau de la R&D, mais c'est un rôle qui va. On aimerait que les ambassadeurs puissent porter finalement la vision de la R&D et promouvoir finalement les bénéfices digitaux à travers des use cases métiers pour susciter l'adhésion. Et là, ces ambassadeurs, on les voit à un niveau peut-être top management, mais aussi opérationnel, parce qu'il n'y a rien de tel que ce soit un collègue finalement qui utilise Clair. l'outil et qui a vraiment un exemple concret qui va parler à tous les collaborateurs. Et nous, ce change, il va aussi passer par des relais locaux, donc des champions, des ambassadeurs, et on voudrait vraiment s'appuyer sur eux, justement pour pouvoir aussi accompagner les collaborateurs au quotidien Et juste pour à gratter ce un tout changement. petit peu, je crois que les champions, c'est avant tout des relais techniques, hein. Oui, C'est là où, voilà, hein, ouais. il y a un côté. Tout à fait. Le relais technique, on le voit vraiment comme un relais. Enfin, le champion, on le voit comme un relais technique. Ça va être aider au quotidien son collègue, finalement, Mhm. sur un problème qu'il n'arrive pas il n'arrive pas à À utiliser craquer. l'outil. En tout cas, de pouvoir être un premier niveau. Après, on ne demande pas au champion de tout connaître. Il ne sait pas, il remontera à un niveau N+1, mais c'est plus à un niveau opérationnel, voilà, de pouvoir avoir un relais technique au sein de chaque entité. Alors que les ambassadeurs, ils ont plutôt un rôle de recommandation, on va dire, De partage finalement, entre susciter pairs. l'adhésion. Enfin, lui, il a Mm. vraiment le côté susciter l'adhésion et partager finalement des use cases métiers qui montrent, regardez, en utilisant l'IA, je peux faire ça, ça et ça. Et pour pouvoir donner envie aux autres d'utiliser. C'est intéressant parce que vous avez tous dans vos organisations voilà, des éléments de langage qui des fois sont les mêmes mots, mais vous ne mettez pas les mêmes rôles derrière. Donc c'est toujours intéressant un petit peu de gratter pour mieux comprendre. Donc vous, c'est les champions et la communauté Ouais, mais d'ambassadeurs. c'est un bon point que tu es en train que tu soulèves. Il y a aussi tout un travail, justement sur ces noms qu'on donne, de façon à ce qu'aussi chez Servier, on utilise tous les mêmes noms pour parler des mêmes choses.
Parce Ouais. que c'est vrai que le champion ambassadeur, enfin voilà, qu'on ne part pas chacun avec nos petits noms et nos petits rôles. L'objectif, c'est quand même, il y a aussi un travail en cours sur les noms qu'on va donner de façon à ce que, voilà, que ce soit homogène au niveau de service. Et puis côté communauté, vous avez aussi des communautés data science, data analyse qui sont actives. Oui, donc là, il existe effectivement des communautés data scientists, data analystes, data owners qui fonctionnent très bien aujourd'hui. Et qu'on Euh, anime. la conviction, en tout cas, c'est qu'il est primordial justement que ces rôles, finalement, qu'on donne en plus, ils soient reconnus, visibles, avec un cadre bien clair pour Mm. justement que ça fonctionne et que tous les collaborateurs qui jouent ce rôle puissent être valorisés et reconnus par rapport à ces rôles Ouais, à la fois être valorisés et à la fois être détectés facilement par leurs aussi. pairs pour Et on pouvoir voit que ce être n'est pas activés forcément si toujours nécessaire. facile. Ouais. Ouais, tout à fait. Donc ça, c'était le pilier change. Et ensuite, on arrive à notre pilier influence, embarquer les bons niveaux. Raconte comment tu travailles avec le management R&D pour que la démarche, elle soit vraiment portée en haut, puisque comme tu le disais au départ, c'est quand même un des éléments clés pour que ça prenne. Est-ce que tu as un petit peu des bonnes pratiques à nous partager? Ouais, déjà, je reviens aussi au dernier discours que Olivier Laureau nous a partagé, hein, où il disait, s'il vous plaît, formez vos équipes à utiliser l'IA et la data au quotidien. Cela nous permet de gagner du temps. Donc, c'est-à-dire que la communication, elle ne vient pas que au niveau top management, au niveau R&D, mais elle vient déjà du président du groupe. Et après, Et tu as et on est raison, c'est passé. clé. Tu vois, je trouve que rien que le fait que tu cites, je me permets de te couper parce que je trouve que tu as fait la preuve, par exemple, de l'impact que ça peut avoir. Moi, la petite bonne pratique que je vous partage à vous tous qui êtes avec nous, à chaque fois que vous faites une presse, récupérez une citation d'un de vos dirigeants. Parce que c'est vrai que c'est l'un des leviers de motivation de certains collaborateurs, pas forcément de tous, mais il y en a certains, ils ont besoin d'entendre la parole d'en haut qui dit que c'est important d'y aller pour y aller. Donc, ça dépend après des leviers psychologiques en fonction des personnes, mais c'est vrai que ça fait partie des leviers. Et donc, récupérer des citations comme ça issues de discours, pour moi, c'est clé, quoi. Et même pour nous, tu as vu, c'est intéressant parce que même dans l'échange qu'on a, ça apporte une caution et une démarche voilà, de fond qui est intéressante. Et après, j'en reviens que ça ne s'est pas limité à des intentions et des paroles. Hmm. C'est passé Oui, au niveau de l'action, puisqu'au niveau du COMEX, il y a eu la volonté que tous les collaborateurs Servier Monde suivent un parcours de formation sur l'IA générative. Et nous, comme deadline, on a que tous les collaborateurs R&D France doivent être formés à ce parcours d'ici fin septembre et au niveau international d'ici fin décembre. Donc là, on est vraiment passé voilà, ouais, à ouais. l'action. Et cela confirme la priorité stratégique qui est donnée à la transformation justement digitale chez Servier. Ça veut dire qu'il y a des créneaux qui ont été, Oui, ça veut dire que le CODIR accepte qu'il y ait des créneaux qui soient vraiment bloqués, dédiés à cette, une enfin, c'est du temps demi-journée. dédié, C'est quoi. une demi-de, ça va, tout le parcours, c'est une demi-journée. Donc, Ouais. c'est-à-dire que le COMEX, enfin, il souhaite finalement Investi oui, c'est ça, une ce demi-journée temps. hein, sur la formation au niveau de l'IA journée. Ouais. Super intéressant. Après, Ouais. ouais, j'allais dire, mais pour que ça, alors c'est très bien que ça parte d'en haut et que ça redescende chez nous, mais pour inscrire cette transformation sur la durée, l'adhésion des managers, elle est primordiale. Et ça, du coup, Claude Bertrand, qui est du coup directeur de la R&D, l'a compris et a justement soutenu l'organisation d'un hackathon IA journée lors d'un D'accord. événement qui rassemblait que les managers, les top managers de la R&D, pour justement lever la résistance face à l'utilisation de l'IA, avoir une prise de conscience sur l'intérêt d'utiliser tous ces outils digitaux et aller vers une adoption digitale. D'accord. Top. Oui. Intéressant. Donc, top management, Ouais, management, ambassadeur, champion. Mais il y en ouais. a, il y a un maillage là. Il n'y a plus qu'à. Après, j'ai envie de dire que cette dynamique, elle va nécessiter désormais, parce que maintenant qu'on a sollicité voilà, aussi tous les managers, il va falloir aussi descendre au niveau des collaborateurs. Et cette dynamique, elle va nécessiter un accompagnement fondé sur la co-construction entre les managers, les ressources humaines, justement les ambassadeurs et nous, pour soutenir les collaborateurs justement qui sont au cœur de ce changement. Et pour accompagner ce changement, c'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure quand on a parlé du change management, mais on a aussi une équipe dédiée au niveau de mon équipe des Digital Experience Office, dédiée au change management, pour pouvoir lever les résistances au quotidien des collaborateurs et pour pouvoir voilà, vraiment arriver à activer cette transformation.
Ça aussi, c'est une particularité que j'avais pas encore entendue. Très bien. Maintenant qu'on a fait le tour des 4 piliers, on arrive tout doucement à la fin. Côté indicateur, comment vous allez mesurer ce qui bouge vraiment? Alors, tu nous parlais déjà tout à l'heure enfin, du diagnostic de maturité que vous allez faire. Déjà, ça sera, j'imagine, un point de départ important. Mais sinon, Alors, aujourd'hui, on a déjà des indicateurs qui sont sur le taux de participation aux événements qu'on peut mettre en place par rapport à l'utilisation de nos outils. Mais en plus de ces indicateurs, on voudrait rajouter de nouveaux indicateurs de performance pour mesurer l'impact de nos initiatives d'adoption sur la performance, sachant que ces nouveaux KPI seront suivis au niveau du top management, au niveau RDLT, hein, donc au niveau de la R&D, hein, parce que, OK, on met des initiatives, OK, on fait monter des gens en compétences, mais eux, ce qu'ils ont après besoin de voir, c'est quel est l'impact. bien sûr. Sachant que l'objectif, hein, ça va être de diminuer le temps de développement d'un médicament pour le patient et accroître notre productivité. Et donc ça, il va falloir justement pouvoir montrer hein, l'impact sur ça. Très bien. Il y a des petites questions qui arrivent dans le chat qui pourraient être intéressantes pour toi. Des questions. Au regard du nombre de collaborateurs en R&D, est-ce qu'il y a certaines personnes qui cumulent plusieurs rôles? Oui. Ça, c'est intéressant parce que c'est l'histoire des casquettes. Tu sais, c'est pas un job, c'est une casquette. Alors Mm. comment ça se passe chez vous? Oui, on peut cumuler plusieurs rôles. Ces rôles, on les met aussi sur la base du volontariat. Donc, à partir du moment où une personne elle pourrait très bien cumuler un Peut être rôle. data owner et data champion ou Rien n'empêche, voilà, rien n'empêche que ça pourrait très bien être. Alors, effectivement, on ne va pas le mettre et champion ambassadeur parce que clair. ça n'a pas lieu d'être. Mais Mais champion et effectivement, data owner? oui, ou un data manager, il pourrait très bien être champion, il pourrait très bien être ambassadeur. Enfin, oui, après, on peut cumuler les rôles, quoi. Oui, il y a un côté job et et un côté rôle, en fait, une Oui, casquette qui oui, se oui. rajoute. Et là, c'est vraiment sur la base du volontariat après des collaborateurs. Et c'est justement parce que c'est la base de volontariat qu'on a vraiment cette envie de pouvoir valoriser tous ces collaborateurs qui s'investissent et qui acceptent de jouer ces rôles supplémentaires par Ouais, rapport à leur job fonction. très bien. Deuxième petite question, est-ce que les ambassadeurs, ils ont également un rôle d'arbitrage, notamment concernant la priorisation et la validation des cas d'usage? C'est intéressant parce que souvent il y a ce côté casquette, mais est-ce qu'il y a un rôle, voilà, actif d'arbitrage potentiellement sur certains sujets ou pas? Ou Alors, c'est un autre rôle? alors là, pour l'instant, j'ai envie de dire que c'est encore en phase de discussion parce que les ambassadeurs, ils ne sont pas encore mis en place et on est en train de définir le cadre de ces D'accord. ambassadeurs. À un moment donné, ils vont aussi faire partie aussi, enfin, dans la vision qu'on imagine, ils vont participer à la stratégie, à remonter aussi enfin, être au courant de tous les use Ouais, cases, ouais, justement, de leur périmètre. Euh, Après, oui, ils vont y participer, après, ils ne seront pas les seuls. Mais ça, c'est encore quelque chose qu'on est en train de définir. Et justement, on essaye de faire une cartographie avec tous les rôles, tout le process, parce que, OK, c'est bien de faire s'occuper des gens hein, pour qu'ils montent en compétences, mais il faut voir aussi en termes de process, est-ce qu'on est prêt finalement, est-ce que nos process, que ce soit RH ou métier, on est prêt finalement à supporter cette transformation. Et c'est là tout qu'on est à en train fait. de faire une cartographie pour voir quel est le process, qui communique avec qui prend finalement, et qu'est-ce qui est attendu de chaque rôle. Et c'est ça Mm. finalement, et là typiquement, est-ce que l'ambassadeur, on attendra de lui qui priorise? C'est des discussions qu'on a aussi en ce moment. Très bien, super, très clair. Alors, on arrive tout doucement à la fin. Si tu avais un conseil que tu aurais envie de partager à tous ces pairs là qui sont en train de nous écouter et qui démarrent ce type de chantier, tu leur dirais quoi? C'est le moment là, c'est le moment. Alors, c'est un sujet qui est passionnant. Tout est à construire. Peut-être ce qu'il faut faire attention, c'est que c'est de pas s'éparpiller parce qu'il y a tellement de choses à faire que voilà, on peut partir un peu dans tous les sens. C'est arriver à relier toutes les initiatives d'adoption et Ouais. aussi les prioriser, de voir avoir une roadmap claire sur qu'est-ce qu'on décline aussi en premier. C'est en Et le fait deuxième, sortir de l'initiative. Il y a souvent ce côté, on fait plein de trucs, mais hum, en fait, il n'y a pas une stratégie et du fait une lisibilité pour les gens en face aussi, hein. Je pense qu'il y a aussi oui, ce côté-là. oui. Et le deuxième, peut-être le plus important, c'est qu'il faut que la direction soit sponsor. Si la direction n'est pas sponsor de nos initiatives, ça ne prend pas. Mm. Et donc ça, c'est crucial. Bah, Et peut-être et- pour finir quand même, parce qu'on parle
voilà, de la transformation digitale, voilà, au niveau du top management, etc. Voilà, c'est la directive qu'on veut faire, mais c'est pas non plus à n'importe quel prix. Et voilà, on pousse les collaborateurs à utiliser l'IA, mais son utilisation, elle doit rester responsable et éthique. Et pour nous, ça reste primordial. Mm, mm, mm. Et et justement, par rapport à tous les événements et tout ce qu'on peut mettre en place, on veut vraiment sensibiliser aussi les collaborateurs à l'impact environnemental, parce qu'on ne peut pas Mm, parler mm. d'IA non plus sans Bien sûr. impact environnemental. Et c'est aussi sensibiliser les collaborateurs aussi aux bonnes pratiques. Donc oui, on veut les pousser, mais voilà, avec le respect, hein, il y a des choses voilà, qu'on doit faire, qu'on ne doit pas faire, et être bien conscient de cet impact environnemental, et ça, c'est quand même aussi crucial. Et je pense que c'est pas une anecdote, c'est pas un petit sujet, même pour comme levier de motivation des collaborateurs. Dans les échanges que moi je peux avoir avec les métiers de plein d'organisations dans lesquelles on intervient, c'est souvent une des questions qui revient et Mm. enfin un des freins potentiels qui est de, c'est la phrase texto qu'on m'a dit hier, mais on peut pas, enfin avant-hier, avant-avant-hier, on peut pas se permettre. Est-ce que notre environnement aujourd'hui peut se permettre l'IA? Enfin, tu vois, c'est la phrase quoi. Et c'est vrai que le fait d'arriver du fait de votre côté avec des convictions sur ces sujets et un cadre qui montre que Mm. vous prenez ce sujet-là Ouais. en charge avec aussi votre connaissance, parce qu'en fait, aujourd'hui, qui sait même les options potentielles autres qu'il peut y Mm. avoir et que des fois l'IA, c'est pas forcément la bonne solution d'ailleurs en fonction des besoins, etc., etc. Enfin, là, on commence déjà à Ouais, tirer le ouais, fil, mais ouais. en tout cas, ça peut être un vrai levier aussi de motivation, je trouve, par rapport à des collaborateurs qui peuvent être un petit peu sur la défensive, parce que ça montre que vous avez réfléchi à ce sujet-là, qui n'est pas un sujet anecdotique pour eux. Oui, Non? et c'est vrai que alors, par rapport, on fait la fresque Data IA et on les sensibilise vraiment sur voilà, quelle est la consommation, enfin, quel est l'impact et les bonnes pratiques qu'on peut avoir. Et ça, c'est tous à notre niveau, on peut tous avoir des petites actions pour justement faire attention à cet impact. Absolument. D'ailleurs, j'ai interviewé plusieurs personnes super brillantes, hyper intéressantes. Là, il va y avoir des petites interviews de 10 minutes exactement sur ces sujets-là. Donc, ça, ouais, il y aura des petites pépites aussi à partager. Et ben voilà, on arrive tout doucement à la fin. Si vous avez des questions encore dans le chat, c'est le moment, n'hésitez pas. Mais j'ai l'impression que c'était très clair, hein. T'as pas eu de questions particulières. Et puis voilà. Merci énormément, 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 Stéphanie, pour ce retour, tout en humilité, en clarté aussi. Voilà, t'as tout posé, ces idées, pour pouvoir les partager de manière la plus claire et la plus efficace possible. Et je pense que c'est le cas, parce que cette réflexion à avoir, il y a énormément d'organisations qui sont à cette étape-là. Donc, de partager comme ça au fil de l'eau, où est-ce que vous en êtes, c'est extrêmement précieux. Merci beaucoup, hein. Bah, avec plaisir. Alors moi, ce que je retiens de ce que tu nous as partagé aujourd'hui, c'est plusieurs petites idées clés. Un, c'est la rigueur des fondations. On ne lance pas des actions dans tous les sens. Le côté initiative dans tous les Ouais. sens, voilà, c'est bien, mais comprendre d'abord où en sont les équipes, qui elles sont, ce dont elles ont besoin. Donc avec Mm. ton diagnostic, avec tes personas, avec des parcours différenciés, ça c'est quand même des approches qui sont particulièrement matures, surtout le côté parcours différencié. Et du fait, ça permet d'avoir une méthode qui se construit en cohérence, alors qu'en plus, tu as toi, en plus, trois domaines, voilà, la data, l'IA et le digital à faire avancer en parallèle. Donc là, tu es, d'autant plus encore obligé d'avoir une cohérence globale sur la stratégie qui est posée. Donc voilà, il y a ce côté rigueur dans la réflexion. Et puis, ce que tu rappelles aussi en conclusion, et qui est peut-être l'enseignement le plus simple et puis le plus difficile à la fois, je suis sûre que vous serez d'accord avec nous, vous qui nous écoutez aujourd'hui, c'est que sans sponsor au plus haut niveau, eh ben, Mm. la meilleure Ouais. démarche, malheureusement, elle ne prend pas. Et Mm. par contre, dès qu'elle commence à prendre, récupérer des citations. Récupérer des citations. Et justement, c'est surtout ces sujets-là eh ben, que Datalogy et ma Dream Team, eh ben, on travaille au quotidien, comme tu as pu le dire. C'est vrai qu'on travaille ensemble déjà, nous, depuis 3 ans, Oui. plus de Mm. 3 ans. Vous étiez mes premiers clients, mes tout premiers clients. Voilà, et ça fait 3 ans qu'on travaille sur plein de sujets différents. Donc, à la fois sur les enjeux de communauté, on anime toutes les communautés data science, data analyse avec des événements qu'on organise tous les mois, etc. Et des community managers spécialisés sur les enjeux data et IA. Si, ça existe, mais que chez Datalogy, à ma connaissance. La partie pédagogie, la partie diagnostic de maturité sur lesquelles on a réfléchi ensemble, etc. Et donc, voilà, on pioche à chaque fois ensemble parmi tous les profils de ma Dream Team qui sont vraiment des profils assez atypiques et en même temps experts et qui, voilà, qui viennent apporter chacun leur grain de sel. Oui, tu voulais dire quelque chose? Ouais, c'est que
c'est qu'une fois que le sponsor, justement, il a mis cette dynamique en route, bah après, c'est faire attention qu'elle ne redescend pas. Et c'est Ouais. après, et c'est là, c'est maintenant aussi tout notre enjeu, hein, ça va être justement d'alimenter avec des initiatives d'adoption qui répondent au métier de façon à ce que ça ne redescende Que le pas. soufflet ne retombe Ouais, pas. c'est ça. Ouais, Ah ouais, tu as tout à fait raison. mm. Souvent, c'est pas l'événement, c'est le après l'événement Après, ouais. qui est encore plus important. Ouais. Et Mm, parce que même pour le mental, d'ailleurs, enfin, ça, c'est ouais. l'angle psychologique, il n'y a rien de Mm, pire que si ça retombe après et qu'il n'y a pas la preuve mm, par le concret. Ceci ouais. étant, et j'en profite pour partager une dernière bonne pratique, c'est pas pour ça qu'il faut attendre que tout soit terminé avant de communiquer dessus, ce qui est une autre erreur fatale. Et il vaut mieux communiquer au fil de l'eau avec humilité pour raconter où est-ce qu'on en est. Comme ça, le jour où c'est lancé, eh ben, vous êtes les états d'esprit, les mindsets sont prêts à accueillir l'information. Donc voilà, ça c'est l'autre petite bonne pratique pour rebondir sur ta réflexion. Merci beaucoup Stéphanie, on va se connecter de près. Merci beaucoup. On se parle bientôt. Merci à tous d'avoir été là avec nous aujourd'hui et puis on vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup à tous.